Donc pour ceux qui sont, enfin souvent les pneumologues connaissent, la polypose naso-sinusienne, c'est vraiment une maladie diffuse de toute la muqueuse des fosses nasales, donc vraiment des 2 mètres carrés de fosses nasales qui sont atteintes. C'est une maladie chronique, donc on parle de rhinosinusite chronique, donc à partir de 3 mois de symptômes. Donc les symptômes, c'est plutôt le nez qui coule, les rhinorrhées antérieures, quand ça coule derrière, les rhinorrhées postérieures, l'anosmie, la perte d'odorat, donc anosmie ou dysosmie, qui est partielle, et puis l'obstruction nasale qui gêne aussi énormément les gens. C'est une maladie qui est très fréquente, 4% de la population, donc je suis sûre que parmi vous, il y en a. Une maladie inflammatoire plutôt éosinophile. Alors, on ne sait encore pas toute cette maladie. Il y a le gros pôle Créteil-Kremlin qui étudie pas mal. Il y a des facteurs environnementaux. Nous, on sait, par exemple, chez nos militaires qui sont mutés régulièrement tous les 3 ans, selon s'ils sont mutés sur Paris, dans le Pays Basque. Enfin, ça décompense plus ou moins selon la pollution, l'hygrométrie, il y a tout un tas de facteurs. Après, il y a des facteurs bactériens, de staph, de choses comme ça, des facteurs fongiques, de champignons, et puis génétique, on retrouve souvent un peu des familles à polypose naso-sinusienne, et puis allergiques, bien sûr. 20 à 40% d'asthme, on est plutôt sur 40%. On sous-estime souvent, alors c'est vrai qu'il y a les asthmes un petit peu légers et souvent ils ne sont pas diagnostiqués. C'est parce qu'ils ont la polypose, finalement on pose la question, mais vous toussez? Ah oui, ça siffle un peu. Mais finalement, ce n'est pas des gens qui s'auto-diagnostiquent un asthme. Donc, nous, après, on l'envoie chez le pneumo et en fait, on se dit dans les deux sens. Voilà. Donc nous, c'est vrai qu'on a la chance, hôpital familial, on travaille avec les pneumos qui posent quand même la question systématiquement des symptômes nasaux et puis voilà, qui nous les envoient, donc ça c'est bien. Donc rapidement, c'est vraiment une agression épithéliale, donc c'est une restructuration de tout l'épithélium. Sur l'épithélium de la muqueuse, on a plein de petits cils qui servent à drainer les polluants, les pollens, toutes les cochonneries qu'on respire. Vous ferez le test à la maison, vous mettez un peu de sucre avec un coton-tige à l'avant du nez. Et au bout de quelques minutes, vous allez sentir le goût sucré dans la bouche. Quand vous avez une polypose, tous les cils, là, ils sont englués un peu dans du mucus épais et ils n'arrivent pas bien à faire ce drainage mucociliaire. Donc, on a un vrai problème de drainage. Tous les polluants, les allergènes restent sur la muqueuse. Et après, c'est le cercle vicieux, quoi. Plus ça reste, plus il y a de l'inflammation. Donc, je vous passe les détails, les cascades d'interleukine pour ceux qui travaillent sur les biothérapies. Interleukine 5, 13, ça vous parle, mais peu importe, ce n'est pas l'objet. Et ça crée vraiment une réaction immuno-inflammatoire et ça gonfle. En fait, c'est comme quand vous incisez une peau, sur le coup c'est net, puis 2 jours après, il y a de l'œdème. C'est pareil, dans le nez, qu'est-ce que c'est que le polype? C'est rien d'autre que de la muqueuse qui est tellement gonflée que ça fait un polype. Donc là, je vais voir si... Non, ça va, ça suit. Donc les polypes, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble en soi à des jolis grains de raisin chasse-là. Après, ils peuvent être plus ou moins inflammatoires. Ça peut être quasiment comme très framboisé. Là, on sait qu'au bloc, ça va saigner un peu. On n'aime pas trop. Voilà, donc en fait, c'est de la muqueuse, mais qui est toute gonflée. Voilà. Alors, du coup, nous, on les classe. On fait une petite fibroscopie. On adore passer des petites caméras dans le nez. On le fait à quasi toutes les consultes. Nous, on les classe, ces polyposes, en stade, mais peu importe. Ce qui compte, c'est la gêne du patient. Encore une fois, si le patient il a un stade 4, il ne se plaint de rien. Voilà. Mais nous, on a quand même besoin à un moment d'objectiver un petit peu la chose. Bon, voilà, si vous entendez parler stade 1, c'est ici. Stade 2, on arrive jusqu'au cornet moyen. Ça dépasse au cornet moyen, stade 3. Et stade 4, on est carrément au plancher. Donc là, pour le coup, ils ont vraiment des signes. Là, ils ne respirent pas bien. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc l'imagerie n'est pas systématique si vous en avez en consultation des 2 côtés. Le diagnostic est là. Après, l'imagerie, nous, on s'en sert soit avant la chirurgie, parce qu'on a besoin de voir, il y a quand même, quand on opère, il y a la base du crâne au-dessus, il y a les yeux, il y a des vaisseaux pas loin, donc on a besoin d'avoir ces petits repères. Ou s'il y a des doutes diagnostiques, notamment, donc ça c'est un scanner normal, vous voyez que tous les sinus, les maxillaires ethmoïdaux sont noirs, pleins d'air, normaux. Dans la polypose, on voit les sinus sont comblés par du gris. Là, c'est tout rempli de polypes. Et nous, en fibroscopie, on va voir que cette partie, d'accord, que la fosse nasale.
Donc si vous avez une polypose que dans l'ethmoïde, la fibroscopie, elle peut être normale. Donc si vraiment la fibroscopie est normale et qu'il y a des signes, on va quand même demander un scanner. Seul truc important, il faut bien que ce soit bilatéral. Une polypose, c'est des deux côtés, plus ou moins symétrique, mais des deux côtés. Une sinusite, vous avez le droit aussi d'avoir une sinusite d'origine dentaire ou infectieuse unilatérale. Là, on n'est pas dans le cadre de la polypose. Hein, d'accord, c'est complètement différent. Donc la base du traitement, c'est le lavage du nez. Comme je vous ai dit, c'est une muqueuse qui joue plus son rôle. Hein, il n'y a plus de drainage mucociliaire. Donc il faut aider ce drainage, il faut laver. Et ce qu'on veut, ce n'est pas juste une hydratation. Les sprays Stérimar, Physiomère, c'est bien, c'est agréable, ça ne fait pas de mal, ça c'est sûr. Mais on met 3 ml de chaque côté, ça ne va pas suffire. Ce qu'il faut, c'est vraiment une action mécanique. Donc une douche, on appelle ça vraiment la douche nasale. Donc, après, il n'y a pas besoin d'avoir une polypose pour le faire. Hein. Les habitants à Paris, vous pouvez le faire tous les jours, ça ne fait vraiment pas de mal. Je vous le dis, je le fais. Donc c'est une habitude à prendre, c'est un petit peu contraignant. Et puis les corticoïdes locaux. Donc ça, on insiste bien. Hein, le but de notre ETP, c'est vraiment d'appuyer sur ce traitement de fond qui sera à prendre toute la vie, tout le temps. Les autres traitements, il faut bien qu'ils comprennent, ça n'empêchera pas ce traitement de fond. C'est pas la plupart des gens, ah bah je vais être opéré et j'arrête tout. Non. Et ça, c'est vraiment, on insiste beaucoup sur le TP. C'est une maladie que vous aurez à vie, toute votre vie. Et le traitement fond, qui est une chirurgie, qui est une biothérapie. Peut-être qu'il y aura encore des évolutions qui permettront de l'arrêter, mais pour l'instant, c'est la base. Voilà, donc la chirurgie, voilà, donc les polypes, soit on les enlève, on fait juste une polypectomie, c'est juste pour que vous ayez entendu les termes, soit on ouvre un petit peu plus les sinus, donc on fait une ethmoïdectomie, on ouvre le sinus entre les deux yeux qui est composé de plein de petites cellules, qui est plus ou moins complète, soit on ouvre vraiment tous les sinus, on fait ce qu'on appelle une nasalisation, peu importe. Voilà, c'est juste... Donc la chirurgie, on la réserve aux échecs des traitements médicamenteux, quand les gens, en plus de leur traitement de fond bien fait, et j'insiste, ils ont recours à plus de 3 cures de corticoïdes par an, donc quand on commence à avoir des doses de corticoïdes oraux un petit peu qui apportent des effets secondaires. Et maintenant, vous avez les biothérapies, les pneumologues connaissent bien, mais attention, hein, des traitements quand même très onéreux, nous on les réserve, on discute en RCP de ces traitements et c'est réservé vraiment en cas d'échec de la chirurgie et des traitements. Donc l'ETP, on n'est pas du tout à insister sur la chirurgie et la biothérapie. Hein. Le but, c'est juste déjà bien faire son traitement de fond. Alors, l'ETP, donc, on a appris, on a fait un peu les choses à l'envers avec Camille. Nous, on est parti du principe, on s'est rendu compte qu'en consultation, expliquer à un patient comment bien faire ses sprays dans le nez, bien faire sa douche nasale, déjà, c'est 10 minutes, quoi. Encore, il n'y a pas de question. Nous, comme vous, on a des créneaux de 15 minutes, c'est compliqué. Donc, on s'est dit, tiens, on va réunir par groupe de patients, on va faire des explications. Honnêtement, surtout en chirurgie, on n'est pas trop esprit ETP. Hein. Nous, on a le bistouri entre les dents, c'est pas trop bienveillance, friendly, c'est pas trop l'ambiance. Mais c'est notre ami pneumologue qui nous a dit attention, hein, c'est un nom ce que vous faites, c'est de l'ETP, c'est un peu cadré. Donc on a fait complètement les choses à l'envers, on avait déjà commencé des petits groupes de patients. Et après, on a fait la formation de 40 heures avec Camille et on s'est dit ah non, d'accord, il faut faire tout ça, il faut faire le dossier aérien. Donc on a un peu tout fait à l'envers, mais voilà, on a monté le truc et on est honnêtement, on ne connaissait pas du tout. Donc petite, pour les gens non médecins, c'est quand même hallucinant, mais l'ETP, actuellement, on n'en parle pas. Alors peut-être ça vient de changer, mais de notre temps, on ne l'abordait pas du tout dans les études de médecine. C'est quand même la seule spécialité, on ne l'aborde pas. Enfin, le seul métier, les pharmaciens, ils sont sensibilisés, les infirmiers, enfin, ils ont moins entendu ce nom. Nous, alors en pneumo un peu plus dans les maladies chroniques, mais alors en chirurgie encore moins. Personne ne savait ce que c'était. Donc on a appris qu'il fallait faire un bilan éducatif partagé. Donc là, c'est un peu ce qui pêche dans notre ETP, parce que nous, c'est une mini-ETP. Hein, c'est un atelier, une demi-journée, une fois par mois. Ce n'est pas 3 jours d'ETP. Donc faire un BEP pendant 45 minutes, c'est un petit peu compliqué sur une ETP qui dure 3 heures. Donc on l'intègre dans la consultation avec un questionnaire. C'est un micro-BEP, mais voilà. Donc on n'a pas du tout d'infirmière dédiée. Nos infirmiers de consultation, on n'en a pas de fixe. Nous, ça change tout le temps. On n'a pas de secrétaire, ça change tout le temps. C'est très compliqué, on va le voir, au niveau RH.
Donc la note, on fait une demi-journée par mois. Il y a 4 ateliers pluridisciplinaires, donc notre binôme un peu fixe, voilà, qui s'accroche. Après, on a une préparatrice en pharmacie qui est topissime, donc là, qui depuis 3 ETP vient et qui est bien motivée et c'est super. Avant, on avait des internes de pharmacie, une petite interne géniale aussi, mais comme une interne, tous les 6 mois, elle change. Donc, elle est passée dans un autre hôpital, puis tout s'effondre. Et on avait une super psychologue qui venait, mais encore une fois, malheureusement, elle est mutée à Bordeaux. Donc, en plus, nous, ça rajoute, on est militaire, donc on est muté. Alors, les médecins un peu moins, mais moi, je pars en mission tous les ans, 2 mois. Camille se retrouve seule. Enfin, voilà, il y a plein de... chacun... Donc, le but de l'ETP est comprendre sa maladie, bien sûr, comme tout ETP. Et là, on s'aperçoit qu'il y a d'énormes lacunes, même des gens multi-opérés, ils ont plein de questions. Gagner en autonomie, bien utiliser, bien sûr, vraiment l'insister de bien faire ces traitements de fond pour diminuer le recours aux corticoïdes oraux. Et puis, bien sûr, améliorer sa qualité de vie, c'est quand même le but de tout ETP. Et vivre avec cette maladie chronique. Alors, comment ça se passe en pratique? Donc, les patients arrivent jusqu'à Percy. Principalement, pour l'instant, c'est nos patients. Après, on essaie de développer un petit peu. On a écrit aux ORL du coin libéraux. On a eu 0 réponse. Voilà, on va essayer de communiquer un petit peu. Donc, au début, on faisait un petit déj. J'avoue que comme on le finance nous-mêmes, on l'a fait pour les 2 premiers. Là, il y a un petit peu moins à chaque fois. Voilà, mais on essaye de faire une ambiance quand même un peu ETP, friendly. On arrive, un petit ice, donc il se présente, l'icebreaker, du pull le plus clair au plus foncé, enfin des petites choses comme ça. Voilà, on essaie quand même d'être... Donc, on va essayer de faire un woo clap où, vous savez, c'est les nuages de mots qui apparaissent, mais... Encore une fois, adapté au groupe, si on a des gens qui n'ont pas de portable. Mais ça peut être sympa de déjà savoir qu'est-ce que vous savez de votre maladie, les mots-clés, et ça s'affiche de plus en plus gros. Plus un mot est répété, plus ça s'affiche sur le tableau. Donc, ils arrivent, on leur fait remplir, en attendant tout le monde, le questionnaire de SNOT 22, qui est vraiment notre questionnaire ORL de gène nasal, parce qu'on a aussi besoin de moyens objectifs pour évaluer un peu l'impact de ces ETP. Donc, c'est un questionnaire qui est largement utilisé et par les pneumologues et par les ORL. Un questionnaire un peu pré-test d'évaluation, qu'est-ce que vous connaissez de la maladie, Camille va en parler, et d'observance thérapeutique. Voilà. Donc, premier atelier, on fait un petit PowerPoint, mais qui n'est pas, c'est plutôt vraiment un échange, hein, il n'y a pas 50 diapos, mais là, on s'est rendu compte vraiment, ils ont énormément de questions, assez pointues, je dois dire, et c'est bien, et même des gens qui avaient... Donc, on voulait le réserver qu'aux gens jamais opérés, hein, primo-diagnostic, c'est le but à long terme, mais sur nos groupes d'essais, on a pris tout le monde, et en fait, on était assez étonnés. Mais les gens qui avaient une polypose depuis 20 ans opérés 3 fois, c'était les plus contents et ils ne connaissaient pas du tout. Souvent, ils avaient été opérés. Je vous opère, après c'est bon, c'est fini. On était assez étonnés et c'était vraiment ceux qui étaient le plus contents. Donc finalement, on l'a laissé pour l'instant ouvert à tout le monde. Donc voilà, un atelier assez interactif. Après, donc, ce qu'on leur montre, c'est comment se laver le nez bien avec différentes méthodes. Nous, on est sponsorisé par Rhinohorn, donc très bien, mais au moins Rhinohorn, ils repartent avec leurs cornes, donc déjà, bon... donc ils nous sponsorisent, et on a acheté du gros sel, du bicarbonate de sodium, on leur monte, normalement, il y a besoin de l'eau, on leur monte aussi à la seringue, parce qu'en post-opératoire, c'est souvent à la seringue, mais voilà, donc je vous montre... Alors, on le fait et ils font... Alors ça, c'est le spray. Bon, c'est pas... On leur montre aussi donc, comment mettre les corticoïdes locaux. Et on est assez étonnés, mais ils font tous... ils sniffent. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, hein, quand vous mettez un corticoïde local, il diffuse tout seul. Donc on vise l'œil opposé. Et ça, on s'est aperçu que personne ne le faisait bien. C'est un détail qui prend 1 minute en consulte, mais si on ne vous le dit pas, pendant 20 ans, vous mettez le spray nasal en sniffant. Donc il y a des groupes, c'est au choix, hein, s'ils veulent se laver le nez, après par pudeur, enfin les gens n'ont pas forcément envie de... Ça dépend, il y a des groupes, ils le font tous, c'est l'éclat, d'autres non.
Voilà, on ne force pas, ça dépend un peu des ambiances. Il y en a vraiment, tout le monde le fait. Donc on explique la différence entre vasoconstricteurs, parce que souvent ils disent les corticoïdes locaux, ça ne marche pas tout de suite, ce qu'ils confondent avec les vasoconstricteurs, donc on développe un petit peu. Hop. Donc après, on passe vraiment à la corticothérapie qui comprennent bien les effets secondaires des corticoïdes locaux et oraux. Donc là, c'est notre préparatrice en pharmacie qui est vraiment top. Donc qui fait un petit atelier image. Donc chaque symptôme, enfin chaque effet secondaire est illustré. Ils ont des cartes, puis en groupe, ils réfléchissent dans quelle case ils veulent la mettre. Donc effet secondaire, donc on leur décrit chaque carte ce que c'est, parce que c'est pas forcément évident, l'ostéoporose. Donc ils doivent le mettre, effet secondaire des corticoïdes oraux, locaux ou les deux. Donc à la fin, souvent, voilà, ça donne à peu près ça. Puis après, ensemble, on reclasse et ils comprennent bien qu'il y a très peu d'effets secondaires des corticoïdes locaux, qu'il y en a plein dans la corticothérapie orale. Donc le but, c'est vraiment d'observer, d'avoir la meilleure observance possible sur la corticothérapie locale pour réduire le recours à la corticothérapie orale, qui parfois est nécessaire, attention. On les sensibilise bien, de bien noter quand ils prennent des corticoïdes, parce que le problème, c'est qu'ils ne voient pas que l'ORL. Ces gens ont souvent un asthme associé. Donc, ils vont prendre il m'en a prescrit 3 fois 5 jours, mon ORL. Oui, mais en fait, le pneumologue en a prescrit aussi 3 fois. Et puis, ils ont fait une sciatique, donc le généraliste en a... Et en fait, c'est des gens, parfois, qui ne savent même pas, et ils ont pris plus d'1 mois ou 2 mois de corticoïdes. Donc, on les sensibilise à ça, on leur donne les noms des différents corticoïdes, et ils ont un carnet où ils doivent noter après le nombre de corticoïdes qu'ils ont pris. Enfin, le but, quand même, de ce TP est voir si ça diminue le recours à la corticothérapie. Et puis après, il y a la psychologue qui vient, celle qui part à Bordeaux, qu'on espère remplacer, donc débriefer un peu de leur maladie. Et ça marche très très bien. Ils sont vraiment contents de pouvoir... parce que comme c'est une maladie un peu, ça va, c'est qu'un rhume. S'il y a un asthme sévère associé, ils ont parfois fait le TPA, c'est un peu plus. Mais quand il n'y a que ça, souvent, ils sont un peu, ça va, tu sens rien. L'anosmie, c'est terrible, ils dorment pas bien, et puis pas sentir les odeurs, on se rend compte c'est vraiment leur plainte principale. L'anosmie, c'est très compliqué à vivre. Il y a quand même un gros taux de suicide chez les anosmiques complets, des traumas crâniens là où ils ont... C'est énorme, c'est 7 ou 10%, enfin c'est vraiment important. Donc voilà, et là ça marche, on est étonné, vraiment les gens parlent. Alors au début elle avait mis des photos expression image, et puis de plus en plus, elle les met quand même, mais finalement les patients, alors que pour le coup elle nous dit que chez le TPAS, parce qu'elle fait aussi le TPAS, mais les gens ont vraiment besoin des images, et là elles nous disent, vos patients sont... Après ça fait déjà 2h30 qu'on est ensemble, il y a déjà eu un peu l'ambiance groupe, le lavage de nez qui a un peu détendu l'atmosphère, voilà. Voilà le type d'image. J'ai dit oui, les deux, il y a le souvenir du plaisir qu'il y avait. D'accord. Alors celui-là, j'espère qu'il ne va jamais disparaître, sinon. Et puis on se régale quand même, quoi. C'est juste, donc c'est... j'ai dit oui, les deux. Du plaisir qu'il y avait. Excusez-moi, je voulais remettre le son. Je peux pas... Voilà. J'ai dit oui, les deux, il y a le souvenir du plaisir qu'il y avait. D'accord. Alors celui-là, j'espère qu'il ne va jamais disparaître, sinon. Et puis on se régale quand même, quoi. D'accord. Je complètement pas. Quand est-ce que vous avez complètement perdu le droit? Moi j'avais 46 ans, donc ça fait une vingtaine d'années. Voilà, donc vraiment l'anosmie qui prédomine dans ces plaintes. Et voilà, et il y a vraiment tout âge, donc c'est une maladie plutôt, 30 ans l'âge moyen un peu au diagnostic, mais il y a de tout. Avec le Covid, on a fait pas mal de diagnostics un peu tardifs, les gens ils venaient pour anosmie, parce que voilà, c'est sorti dans les médias, Covid, anosmie, puis en fait on faisait la fibro, puis en fait il nous dit, oui, effectivement, en fait ça fait 10 ans que j'ai ça, et puis ça a été le bon côté du Covid. Donc je laisse Camille présenter, elle me dit... Merci. Du coup, pour l'instant, on a réussi à avoir 30 patients. On a commencé à la mise en place de l'ETP en juin dernier. On a fait une pause juillet-août, on a repris en septembre et depuis, on fait tous les mois.
Donc au final, on arrive à avoir beaucoup plus d'hommes que de femmes. On en discutait dans l'atelier avant. Apparemment, dans l'asthme, c'est plutôt l'inverse. Donc on n'a pas vraiment d'explication du pourquoi, du comment, alors qu'il n'y a pas le ratio dans la polypose est un petit peu en faveur de l'homme, mais pas à ce point. Donc l'âge moyen, il est de 53 ans, mais on a vraiment des extrêmes. Hein. On a eu des patients de 90 ans et des jeunes de 25 ans. Donc on a un peu une population totalement hétérogène. Et donc 40% ont de l'asthme, donc ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. 23% des allergies, ils ne fument pas beaucoup. Le stade PNS, il est environ à 2. Et dans 40% des cas, les patients ont déjà été opérés au moins une fois. Du coup, je vais parler de l'évaluation. Donc l'évaluation, elle se fait d'abord par le questionnaire de connaissances qu'on donne avant la séance et après la séance pour voir s'il y a une évolution entre les deux. Donc ce questionnaire, il pose les questions comme est-ce que la polypose naosynusienne est une maladie chronique? Est-ce que c'est une pathologie cancéreuse? Quand est-ce qu'il faut réaliser les lavages de nez, les corticoïdes locaux? Quand est-ce qu'il faut prendre les corticoïdes oraux, les antibiotiques? Est-ce que la chirurgie permet de guérir définitivement la polypose? Et au final, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de lacunes avant le TP, alors qu'ils sont déjà censés avoir eu l'information en consultation. Par exemple, 36% des patients ne savent pas que la polypose est une maladie chronique. Donc ça fait quand même plus d'un tiers. 48% ne savent pas si la polypose naosynusienne est un cancer ou pas. Voilà. 52% ne savent pas si les corticoïdes oraux sont à prendre tous les jours. Un tiers ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent réaliser leur lavage de nez alors que ça doit quand même être quotidien. Et un quart ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent prendre leurs corticoïdes locaux. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment un manque d'information. Et en effet, la consultation de 10 minutes ne permet pas forcément aux patients d'intégrer tout ce qu'on leur dit. Et cette éducation thérapeutique permet vraiment de reposer les bases et de leur apprendre des choses. Et à la fin de l'ETP, 88% savent maintenant que la polypose naosynusienne est une maladie chronique. Un peu plombé par le patient de 90 ans qui a une démence. On était un peu étonnés. En fait, c'est ça, on a toujours des patients, on sait pas évaluer s'ils comprennent bien ou pas. Donc c'est vrai qu'à partir de, je pense, au-dessus de 80 ans, c'est toujours difficile de savoir est-ce qu'ils ont bien compris ou pas. Comme c'est des séances collectives, on ne peut pas non plus être au cas par cas. Donc voilà, 96% savent que la polypose n'est pas un cancer. Et 72% à la fin de l'ETP savent qu'il ne faut pas prendre les corticoïdes oraux tous les jours. Donc c'est déjà mieux. Ensuite, donc on évalue donc notre ETP avec un questionnaire de satisfaction en leur demandant s'ils ont acquis des connaissances, s'ils ont compris l'enjeu du traitement de fond, s'ils pensent que grâce à cette éducation thérapeutique, ils vont mieux réaliser leur lavage de nez tous les jours, est-ce qu'ils vont être plus observants? S'ils ont aimé les ateliers, s'ils ont trouvé ça adapté, le fait que ce soit sur une demi-journée. Ensuite, on leur laisse un peu le champ libre pour nous dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Et une des questions, je pense, les plus importantes, c'est de savoir à quelle période ils auraient aimé avoir cette éducation. Et dans 95% des cas, ils auraient aimé l'avoir au diagnostic pour avoir le plus d'informations possible et comprendre leur traitement, etc. Et donc là, on a le retour des patients qui nous rapportent principalement dans les commentaires. Et donc, ce qui ressort, c'est qu'ils se sentent moins seuls grâce à la rencontre d'autres malades. On voit qu'ils interagissent beaucoup pendant nos séances d'éducation thérapeutique pour parler notamment de la gestion avec la perte d'odorat, des choses comme ça. Que la mise en pratique est très utile. Qu'il y a une bonne intégration du concept de maladie chronique qu'ils n'avaient pas forcément compris avant cette ETP. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est un patient qui m'a dit qu'il ne voyait plus la chirurgie comme une finalité, une guérison, et qui comprend que le traitement de fond est indispensable, chose qu'il n'avait pas du tout compris en fait, avant l'ETP. Et lui, il attendait juste la chirurgie pour se dire « je vais être guéri ». Et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, il est un peu tombé des nues, mais au final, ça l'a reporté avec un peu d'espoir, avec le traitement de fond, etc. Et ça allait beaucoup mieux à 3 mois. On en a rediscuté avec le SNON 22 qui s'était amélioré, donc il était vraiment, vraiment content. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre moteur. Comme partout, on a des
ARH, on tient un peu le truc avec Camille à bout de bras. Et j'avoue que voilà, c'est vraiment le retour des patients, même les autres praticiens, ils nous disent en consulte, mais vraiment, ils ont adoré. C'est ce qui nous motive quand on est un peu désespéré. Puis même quand on les rappelle à 3 mois, du coup, pour demander les scores après que je vais vous expliquer, à chaque fois, ils me disent merci beaucoup, c'était vraiment génial. Enfin, maintenant, je fais beaucoup mon lavage de nez. Enfin, voilà, c'est toujours ça fait toujours plaisir et on se dit que c'est bien pour eux. Et même si c'est chronophage pour nous, on est content de le faire. Ensuite, on évalue donc, grâce au SNOT-22, donc c'est le petit test qui évalue donc, les symptômes, la qualité de vie, pour savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur maladie. Et donc on le fait avant l'éducation thérapeutique pendant la séance et entre 3 et 6 mois après le TP pour voir si ça a évolué. Donc voilà. Donc pour l'instant, le SNOT-22 baisse, donc quand ça baisse, c'est mieux. Ça tend vers l'amélioration, mais... mais... On n'a pas encore significativité. Voilà, là on les fait 3 à 6 mois après, donc on verra sur c'est ça, là on a encore des données manquantes, on n'a pas tous les patients. Ça baisse un peu. C'est ça. Et pareil pour la grille d'observance, donc on leur fait remplir le jour de la séance et 3 à 6 mois après, et pareil, ça tend vers une amélioration, mais on n'est pas encore significatif, donc on verra quand on aura un peu plus de patients. Sachant qu'il y a un petit biais, c'est quand même des patients déjà assez observants, enfin ceux qui viennent à l'ETP, souvent c'est des gens impliqués dans leur maladie qui ont envie de s'améliorer, donc c'est vrai que voilà, toujours un peu biaisé. Voilà, donc au final, donc ce que je vous disais, c'est qu'on a un retour extrêmement positif des patients qui nous motivent à continuer et à proposer ça à de plus en plus de patients, qu'il y a une acquisition de connaissances quand même théoriques et pratiques réelles, parce que comme on disait, en consultation, on n'a pas du tout le temps d'expliquer le lavage de nez, et c'est pas quelque chose qui est inné, il faut quand même le montrer au moins une fois pour comprendre vraiment comment ça se passe. Et donc ce qu'on disait, c'est une amélioration qui est, mais qui n'est pas encore significative de l'observance et du SNOT-22. Et donc je pense que comme tout praticien qui a essayé de monter des séances d'éducation thérapeutique, on a rencontré quelques difficultés. Donc un manque de personnel, donc avec Anna et moi-même, on essaye de tenir le TP à bout de bras, mais on n'a pas d'infirmiers qui peuvent nous soutenir, on n'a pas de secrétaire, donc on appelle les patients nous-mêmes, on prépare la salle, voilà, ça prend quand même pas mal de temps et on aimerait avoir plus de monde, mais bon. Je pense que c'est comme dans tous les hôpitaux. Il y a des infirmiers qui seraient intéressés, mais en fait, ils ne peuvent pas se détacher parce qu'il manque déjà du monde en consultation dans les services, donc c'est pas possible. Le deuxième problème, c'est l'absentéisme des patients, le retard des patients. Au final, on organise plein de choses et puis on se retrouve avec 2 patients. Sur le coup, c'est hyper démoralisant. On a mis des groupes de 8, on disait 6 optimal. Le mieux qu'on ait eu, c'est 5. Bon, là, peut-être le 7 points. On s'est permis de surbooker un peu, on s'est dit, bon, mais ça, j'avoue que la fois, on en a eu 2. Mais même une fois, on a eu un patient. Bon, c'était jour de grève, on avait pas fait gaffe, mais bon, mais en fait, on a des gens, ils habitent à 200 mètres, la grève à bon dos, quoi. Ouais. Du coup, parfois, c'est un peu difficile, et puis même au niveau organisationnel, le patient qui arrive en retard avec 30 minutes de retard, on a déjà commencé, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend depuis le début, on lui réexplique? Est-ce qu'on prend à part? Voilà, c'est ça, c'est toujours un peu difficile. Puis au final, il n'a pas rempli le questionnaire pré-éducation, donc on ne peut pas vraiment bien le suivre, c'est toujours un peu difficile. Et puis le dernier point qui nous a un peu posé problème, c'est du coup le dossier ARS avec la LD30. Parce qu'en fait, quand on a fait la formation, on s'est rendu compte que ce qui était pris en charge, c'était les ALD30, mais en fait, la polypose naocinusienne ne rentre pas dans les ALD30. Et du coup, on s'est dit, tout ce qu'on a fait, on ne va pas pouvoir le mettre en œuvre. Et donc, au final, en remplissant le dossier ARS avec nos ateliers et tout ça, on a appelé les responsables. Et donc, ils nous ont dit, il faudrait le rattacher à une LD30. Donc, on a pu la rattacher à l'asthme. Ils ont été très aidants, en tout cas. Tout en continuant. C'est ça. En fait, ils ont été très bienveillants avec nous. Et on a pu continuer à inclure des patients qui n'avaient pas d'asthme, mais une polypose naocinusienne, et ça n'a pas non plus posé tant de problèmes que ça. Ils ont quand même validé notre dossier,
Donc voilà. Donc pour conclure, donc on s'est vraiment rendu compte de l'importance de l'intégration et de l'adhésion du patient hein, dans le parcours de soins et puis sur l'efficacité sur la prise en charge avec l'observance du traitement de fond, la compréhension de la maladie. Et surtout, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est une vraie satisfaction commune, hein, que ce soit pour les patients ou pour nous. L'ETP, c'est vraiment très intéressant. On est content de faire partie de leur prise en charge et eux, ils sont très contents en fait, d'être impliqués dans leur maladie, de comprendre ce qu'ils ont, pourquoi est-ce qu'ils font le lavage de nez, les traitements locaux, et puis ça permet d'être plus intégrés dans la prise en charge. Voilà. Et est-ce que vous avez des questions? Déjà, s'ils font, donc on dit faites-le sous la douche, au-dessus de si déjà ils font bien une fois par jour, c'est déjà très bien. On préfère une fois une vraie douche nasale que 15 fois un spray dans le nez. Voilà. Après, on leur dit effectivement, après je sais pas, une grosse séance de course à pied, où il y a une hyperventilation d'allergènes, de polluants, pourquoi pas faire un petit. Mais déjà, un lavage, enfin, moi je trouve que c'est. C'est vrai que c'est assez chronophage hein, quand même de se laver le nez. Hein. C'est beaucoup de millilitres. C'est ça. Exactement. Ouais. Je pense qu'eux, ils doivent s'adapter aussi. Hein, s'ils se rendent compte que le soir, c'est mieux pour dormir, etc. Après, il y en a spontanément, ils le font. On a eu des retours sympas, en fait. Ils nous envoyaient des photos. Il y a toute la famille qui a acheté des rhinomes de la corne enfant. Enfin, elle est excellente, la photo. Là, il y a une patiente, elle m'a envoyé. Et finalement, parce que c'est bien de le faire pour tout le monde. Et même les mômes, ils sont accros à leur corne. Ouais, oui. C'est à partir de 4-5 ans. Enfin, ouais, moi, mes enfants, je suis à la seringue. Les enfants d'ORL, ils n'ont pas de chance. Parce que moi, je fais bien à la seringue aussi. Mais j'entends tout, ils sont tous prêts. Oui, alors en ce moment, ils sont prêts. Après, il ne faut pas forcer comme un. Non, enfin, moi, oh punaise, on a dépassé. Ah, on a dépassé. On a commencé 1 milliard.